bonsoir et merci de votre présence. Donc une nouvelle soirée qui vient en écho à notre exposition sur l'art du chantier qui a ouvert très récemment. On aura encore une série de soirées qui seront consacrées de près ou de loin à ce thème jusqu'en février. Nos invités de ce soir sont Jean-Louis Garnel et Michel Poivert. Jean-Louis Garnel s'est intéressé à la photographie très tôt, depuis l'adolescence. Après des études d'ingénieur à Toulouse, il a développé des projets personnels. Il achète une chambre 4-5 inches en 1983 et commence à photographier en couleur la ville de Toulouse et ses environs. Il rejoint la mission photographique de la Datar en 1985. Depuis, il alterne travaux personnels, commandes et projets d'édition. Parmi les commandes, on peut rappeler la mission Transmanche en 1989, la commande de Fos-sur-Mer de 1994 à 1996, sur la lancée de la Datar avec d'autres photographes, la commande de Porto Marghera, près de Venise, identification d'un paysage, toujours avec d'autres photographes, en 1997. Parmi les nombreuses expositions dans lesquelles les photographies de Jean-Louis Garnel sont présentes, on peut évoquer Mutation à Bordeaux en 2000, l'exposition Kunstverein de Stuttgart en 2001, La Force de l'Art en 2006 au Grand Palais. Je ne les citerai bien sûr pas toutes. Et parmi les publications qui accompagnent son travail, j'évoquerai la dernière qui est ici, que vous pourrez regarder si vous le souhaitez à la fin de la séance. C'est son dernier livre qui est intitulé Jean-Louis Garnel, qui a été publié par le Centre photographique de Marseille en 2016. Une exposition est prévue au Centre photographique de Marseille en mai 2019. Et j'ajouterai que Jean-Louis Garnel est professeur à l'École des Beaux-Arts de Marseille. Je présente Jean. Oui. Le Centre photographique de Marseille ouvre la semaine prochaine. Voilà. Le 23. Michel Poivert, que vous connaissez tous aussi, est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a fondé la chaire d'histoire de la photographie. Il est critique et commissaire d'exposition. Il a notamment publié L'image au service de la Révolution, au Point du Jour, en 2006, La photographie contemporaine, aux éditions Flammarion en 2010, Gilles Caron, Le conflit intérieur, chez Photosynthèse en 2012, Une brève histoire de la photographie, Essai, chez Azan en 2015, Les peintres photographes, aux éditions Masneau en 2017, Gilles Caron, 1968, chez Flammarion en 2018. Il a notamment organisé les expositions suivantes, La région humaine, au Musée d'art contemporain de Lyon en 2006, l'événement Les images comme acteurs de l'histoire, au Jeu de Paume à Paris en 2007, Gilles Caron, Le conflit intérieur, au Musée de l'Élysée à Lausanne en 2013, Nadar, La norme et le caprice, au Musée d'art du multimédia à Moscou en 2015, et donc la dernière exposition, Gilles Caron, Paris 1968, à l'Hôtel de Ville de Paris cette année. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Aude, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis Garnel. Bonsoir. Alors, je vais avoir un mot d'introduction extrêmement simple parce que je crois que beaucoup de connaisseurs, ou en tout cas d'amateurs de photographie contemporaine, connaissent ton nom et un certain nombre de tes travaux. On a mentionné tout à l'heure ta présence au sein de la Datar, donc il y a des images, je dirais, qui ont bénéficié probablement d'une circulation et d'une publicité plus grande que d'autres à certains moments. Il y a ce dernier ouvrage, il y en a eu d'autres. D'autres et aussi une présence dans les expositions parfois beaucoup à l'étranger et donc une actualité qui n'a peut-être pas toujours été relayée en France au même moment. Mais l'œuvre est continue, on va le voir et tu vas même nous dévoiler des choses depuis le milieu des années 70 où on est vraiment au tout début. En tout cas, tu fais partie à la fois d'un type d'artiste et d'une génération qui a engagé la photographie dans une aventure dont on ne mesure pas encore peut-être complètement les effets, c'est-à-dire un dialogue extrêmement profond entre un travail
deux commandes, un travail de création, un dialogue avec la création contemporaine. Et il se trouve qu'avec l'exposition qui est dans cet établissement pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent, l'art du chantier, construire et démolir, l'opportunité t'a été donnée de faire une traversier dans ton travail autour de cette question, même si on fera quelques contrepoints. Tout ça pour dire à ceux qui nous écoutent qu'on est très très loin de tout l'œuvre de Jean-Louis Garnel ce soir, mais d'un trait, d'un fil. D'ailleurs, pour commencer, comment tu as imaginé, quand Aude te l'a proposé, de construire quelque chose ? Bien, merci pour cette introduction, Michel, et merci à Aude pour cette invitation, et à vous tous et vous toutes d'être là ce soir. Alors, chaque invitation, chaque occasion de montrer comme ça le travail pour moi, c'est un fil que je déploie, j'essaye de trouver. Et là, évidemment, on est dans la cité de l'architecture du patrimoine, donc les questions concernant le paysage ou bien les commandes, etc., restent un fil, même si, effectivement, j'ai fait quelques incises et j'ai montré aussi des travaux personnels. Les commandes sont aussi des travaux personnels, il n'est en aucune raison de les dissocier de ce... J'ai toujours vécu une commande comme un travail absolument personnel avec à chaque fois une réponse singulière. Voilà, donc je ne les dissocie pas non plus les commandes des autres travaux. Ça fait partie de mon chemin. Alors, puisqu'on parle de chemin, je me suis dit, bon, ben ici, on va peut-être commencer... Alors, à Garnel, d'avant Garnel, je pensais, par exemple, avec une image que je faisais quand j'avais 22 ans. J'ai dit le milieu des années 70, on y est. Hein. On donc y ça, est. personne n'a jamais vu ça. Non. C'est un vrai cadeau. Si, à la limite, les amis de l'époque avec qui je discutais de photos, tu fais de la photo, t'as quoi comme appareil? Enfin bref, très souvent, on est dans ces sortes de clichés. Hein. Mais bon, cette image-là, effectivement, je l'avais relevée, je me suis essayé à la tirer plein de fois, enfin bref. Donc elle était comme un jalon, même si effectivement aujourd'hui, je ne sais pas si elle représente vraiment quelque chose. C'est pas ce que j'appelle la première photo. La première photo, on la verra plus tard. D'accord, donc ça c'est avant. Oui, c'est avant. Donc non, mais pour ça, je rends ma casquette d'historien. C'est toujours très rare d'avoir ce qu'on appelle les early works, vraiment les tout débuts, les premiers moments. Et du coup, cette image, elle n'a pas été faite toute seule. Tu étais dans une préoccupation d'apprentissage de la photographie Tout à fait, oui. Je venais, je crois, d'acheter... excusez-moi de parler de choses comme ça. C'est vraiment le premier appareil photo peut-être que j'ai possédé, même si auparavant, depuis 7 ou 8 ans, mes parents avaient acheté un petit labo, donc on s'entraînait à développer des films, à faire quelques images. Mais bon voilà, celle-là, elle avait quand même une petite intérêt particulier, mais elle sortait de nulle part. C'était pas un projet, il n'y avait pas une pensée, etc. Mais bon, il me semblait que c'était... qu'elle avait un petit potentiel de réussite, mais sans qu'elle soit située nulle part, dans aucune esthétique ou recherche vraiment particulière. Après, évidemment, un historien d'art, il va toujours la placer quelque part. Oui, enfin, néanmoins, même sans la placer, c'est une image qui a sa rigueur, qui a déjà... Voilà, c'est une construction déjà, on voit bien. Hein. Et c'était, puisque c'est jamais vraiment anecdotique, c'était un lieu particulièrement fréquenté par Jean-Louis Garnel à l'époque. Pas du tout. C'était un lieu que je ne connaissais absolument pas, sur un site, je ne sais pas si c'était dans le Massif central, quelque part, je crois, mais je ne me rappelais même plus exactement où je l'ai prise. J'en ai une deuxième. Et je me suis dit, tiens, j'en mets une deuxième aussi, qui est un peu de la même époque, presque 2 années après. Voilà, donc à partir avec le même dispositif, la même machine, si je puis dire. C'est même plus. Oui, sensiblement. Donc je les ai scannés l'autre jour, là. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est une image que celle-là, par contre, je n'ai jamais tirée, même pas tirée à l'époque. Mais je l'ai gardée. Tu vois, dans mon souvenir, elle est restée. Et l'autre jour, je suis allé la chercher, je l'ai scannée. Bon. Mais je trouve que c'est une image ambitieuse en même temps. C'est pas simplement... voilà, il y a un vrai point de vue, on voit très loin, on est presque en dialogue avec une tradition du paysagère, des très grandes... Voilà, des très grandes perspectives à l'américaine. Non, il y a une ambition, même si elle est...
si elle est tue à l'époque, mais je trouve que c'est bien de le montrer maintenant. Elle est assez spontanée, hein, c'est une image parmi plein d'autres faites pendant un voyage. Et là, donc, ça me permettait de faire un premier contrepoint en me disant, ben voilà, peut-être qu'en 84 commence autre chose et on sent là que, bon, soit c'est... Il ne se passe rien dans les 10 ans, c'est quand même... J'ai ménagé un peu un choc comme ça, en se disant, bon, bah, soit c'est pas la même personne qui l'a fait, ou alors il s'est passé quelque chose dans sa vie, dans sa culture, dans ses références, etc. Donc là, effectivement, j'ai regardé beaucoup de livres, j'ai découvert Park City, Lewis Bolt, j'ai découvert la photographie américaine, la photographie en couleur américaine, Stephen Shore, Eggleston, etc. J'achète une chambre et je décide d'arrêter le noir et blanc. Et j'ai arrêté depuis. J'ai pas fait une image noir et blanc depuis, que la couleur. Donc, et je travaille sur. Je vivais avec une amie qui faisait un doctorat sur la ville dans la littérature française des années 20 aux années 70. Donc, on marchait beaucoup dans la ville, on explorait, je faisais des images. Et voilà quelques-unes, j'en ai gardé 2 ou 3 de cette exploration de Toulouse et ses environs en 1984. Parce que aussi, je me disais, je participe à la mission photographique en 85, mais je viens d'où ? Et je me suis dit, tiens, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de juste évoquer un tout petit peu ces images que j'ai montrées à François Herse, à Bernard Latarjet, à Jean-François Chevrier. Oui, c'est ce que tu avais à montrer. Qui m'a permis, à un moment donné, de commencer mon premier projet de la mission photographique l'année suivante, en 85. C'est pas neutre aussi que tu aies fait ces images dans le cadre d'un compagnonnage avec quelqu'un qui avait une interrogation, je dirais, de chercheur, de chercheuse. Absolument. Même si c'était du côté de la littérature. Oui, ça nourrissait beaucoup le regard. Oui, en même temps, j'ai lu aussi, découvert plein de livres de visions de la ville, etc. Et on a surtout beaucoup exploré. Beaucoup marché, beaucoup regardé, mais bon, voilà le type de photographie que j'ai pu faire. J'ai mis trois exemples différents, dont celui-là qui est peut-être plus de l'ordre de paysage. Mais enfin, on était sur des formats carrés à l'instant tout à l'heure Pas tout à fait. On est dans des 4-5, c'est faire la chambre. Hein, donc c'est quasiment 10-12, c'est presque carré. Et j'avais pas d'argent, donc j'avais acheté une vieille chambre et on voit bien que les objectifs vignettes et que on est un peu... Ce n'est pas sans charme. Mais, alors, non, juste une question sur le contexte, parce que on est à la charnière, là on est en 84, à la charnière des années 70-80. Début des années 80, il y a cette interrogation très profonde qui va être très féconde sur la question du paysage. Ce fameux colloque de Lyon sur Mort du paysage de Dagonet, toute l'équipe des esthéticiens. Comment tu perçois, comment tu vis, comment tu ressens cette actualité esthétique, intellectuelle, anthropologique du paysage, qui n'est pas du tout simplement un genre, le genre du paysage, mais comment tu sens que ça cristallise cette question du paysage ? Moi, je pense que je n'ai absolument pas suivi ce colloque-là, pas du tout. Est-ce que ça a eu une influence sur toute la data ? Non, je suis parti vraiment des œuvres d'artistes et de photographes, et je m'en suis imprégné, et petit à petit, je me dis, bon, je fais les miennes, et puis voilà, je plonge. Tu regardais pas des portraitistes, on va dire, cette question-là de la ville, du paysage, elle était déjà là. Des portraitistes, je connaissais aussi, bien sûr, un minimum de... Ça t'a pas appelé directement ? C'est pas vers là que je me suis dirigé immédiatement. Je suis allé plutôt dans des espaces et des espaces vides. Bon, ça, effectivement, c'est une composante vraiment qui est liée à ce que je suis profondément. Même si après, on verra des personnages apparaître dans des photographies ou dans d'autres pièces plus tard. Non, mais bien sûr, la question de la singularité de l'œuvre, elle est profonde. Mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que tu as commencé dans ce moment qui était incroyable, où le paysage cristallisait et réunissait beaucoup de préoccupations photographiques. Et donc, même si c'est intuitif à l'époque, il y a quelque chose qui finalement va guider quand même beaucoup de tes pas, quoi. Absolument. Ouais. Donc je continue juste. Là, je fais le lien avec la mission photographique parce que il y a eu plusieurs actualités. Il y a eu l'exposition d'Arles en 2017 au commissariat de Héloïse Conessa et puis Raphaël Berthaud, donc il s'appelait Dans l'atelier de la mission, dans lequel il y avait un certain nombre d'images, et l'exposition Le paysage français à la BNF. Donc
ça m'a donné envie pour la première fois de revisiter un petit peu les archives. Je crois qu'il y a 2500, 3000 plans films 4-5. Moi, je montrais peut-être une quinzaine d'images dans mes expositions. Et je pense d'ailleurs très souvent que il est important de faire les bons choix au bon moment. C'est-à-dire, je pense plus, moi, un chemin aboutit à une œuvre qu'un chemin aboutit à une série de photos qu'on va choisir. D'accord ? Donc l'œuvre, si on fait un diptyque, un triptyque, une suite ou quelque chose comme ça, bon, bien, elle est affirmée dans son format, avec les choix d'images, on ne peut pas revenir dessus. Donc, mais ça n'interdit pas de travailler avec ces corpus, quelle que soit leur époque. C'est la première fois que Pour moi, j'ai c'est essentiel. j'ai saisi un petit peu cette actualité pour revisiter. Donc j'ai scanné des centaines de plans films et puis j'ai travaillé à un projet d'édition. Donc je me suis dit, tiens, ce soir, c'est peut-être l'occasion de montrer donc, quelques fait un livre doubles pour pages. Nous, c'est un livre pour nous. Que j'ai raccourci des 2/3 et j'ai laissé quelques doubles pages. Donc en couverture, là, on a cette première image dont on voit un petit peu les caractéristiques. On a quelques plantes adventices ou des plantes sauvages qui sont en tout premier plan, qui ont réussi à se faufiler quand même dans l'image, même s'il n'y avait plus beaucoup de place pour elles. À la fin, complètement là-bas au fond, on a la montagne Sainte-Victoire, ce qui est aussi pas complètement anodin, et le paysage est traversé par toutes les strates, l'industrie, l'agricole, l'habitat, jusqu'à la centrale thermique et jusqu'aux avions, aux traces d'avions dans le ciel. Donc je crois qu'elle dit pas mal de l'occupation et de comment les hommes s'en emparent, s'en saisissent et l'occupent. Voilà, donc c'est un petit peu... Et emblématique, disons-le aussi, de ces non-lieux, pour parler comme Marc Roger. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a élu comme paysage des espaces qui n'étaient pas consacrés par le genre. J'ai toujours eu du mal avec le concept de non-lieu, très personnellement. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Très sincèrement, parce que je pense que tout endroit est un lieu pour quelqu'un. Sinon, si c'est pas pour certains hommes, c'est au moins pour ceux qui les ont construits, ceux qui les entretiennent, voire les animaux qui les habitent et qui y vivent. Donc, je ne sais pas trop ce que veut dire un non-lieu. Pour moi, c'est un concept qui me parle pas beaucoup. Je pense que tout endroit a un sens pour un certain nombre de personnes. Et je pense notamment aux animaux qui se font écraser sur les autoroutes. Pour eux, c'est un lieu, non pas un non-lieu, par exemple. Ouais. Bon, mais à part ça, je sais très bien ce que Marc Roger a... Tu serais plus bachelardien, finalement. Finalement, peut-être, oui. Donc, on va juste... voilà, ça, c'était ma première photo. Donc, a priori, on devrait commencer par là. C'est les 3 premiers jours de la mission photo. Une des images que je pensais ne pas devoir faire parce que j'étais dans les zones industrielles, Albicarmo, quelque chose de Casseville, c'était les endroits qui m'étaient proposés. Et je me dis, ça parle pas de l'industrie, mais finalement, si, ça parle quand même de l'état d'un paysage un peu fermé sur lui-même, qui n'est pas très ouvert sur le contemporain, l'avenir, et que peut-être finalement cette image... elle fait vraiment image, et c'est d'ailleurs ce que j'essayais de faire dans un peu tout ce travail, c'est de passer de la photographie à l'image, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de plus général qui se passe dans une image et qui ne soit pas simplement tel lieu à tel endroit. D'ailleurs, je les ai tous appelés paysages dans mes expositions et je n'ai jamais donné d'indication de lieu. Bon, et puis, il y a un plaisir dans la construction, la géométrisation, la couleur, la simplification, la nudité. Le manque de couleur, tu veux dire ? Oui, peut-être, mais en tout cas, peut-être qu'on ne sait pas où on est, peut-être que c'est un paysage, mais en tout cas, c'est une magnifique construction par la machine, par l'œil, par le regard. Il y a un réel plaisir, là, presque du Morandi, là, c'est presque rien, hein, c'est presque rien. Oui, absolument, oui. Donc, je ne sais pas... Quoi dire de plus sur cette image-là qui vient. Alors, du coup, quand tu as pas des plantes adventices, tu as des espèces d'arbres improbables. Qu'est-ce que c'est que cet arbre qui était vaguement retaillé avec une forme... Tu n'es pas intervenu sur l'arbre. Je pense qu'il y a un camion qui a dû raser, non, un petit peu, qui a dû entamer, tu vois, comme si on avait croqué la pomme d'Apple, mais là on a croqué l'arbre, mais il en manque, il a une entaille... Donc là, dans ce livre-là, j'ai mis en place, par exemple, d'autres choix d'images. Par exemple, ça, on les connaît pas.
On ne les connaît pas du tout. Hein, cette fréquentation de ces petites villes C'est marrant, c'est charbonneux. à moitié abandonnées ou en désuétude quand même assez profonde, qu'elles soient dans le centre de la France ou dans les Pyrénées. Oui, mais tu vois, moi je réagis tout de suite. Ce que j'aime bien dans cette idée, c'est une désuétude qui n'est pas vintage. Tu vois, il n'y a pas le côté, c'est pas la France de pardon, quoi. C'est pas, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça conserve, parce qu'il y a une âpreté dans ces endroits-là qui est réelle. Elles ont un côté toujours direct et très, très physique qui caractérise, je pense, assez ce que je fais. J'aime répondre à une sollicitation assez organique, assez physique des choses. C'est pour ça que ça m'amène assez souvent dans peut-être aussi des chantiers ou des terres ou des. Enfin, c'est pas le cas là, mais là c'est encore. Je suis encore dans ces petites villes où on voit les marqueurs des voitures sont toujours très saisissant. Et donc là, tu es avec ta machine plantée tranquillement. Tu prends l'espace, quoi. Hein. Tu te poses longtemps. Tu arpentes beaucoup avant. Oui, j'arpente beaucoup, mais oui, je sais pas. Peut-être je faisais une dizaine, quinzaine ou zéro photographies chaque jour pendant les périodes de travail. Oui. Avec beaucoup de kilomètres, beaucoup. C'est une fatigue. Oui, c'est toujours une épreuve. Oui, il faut que cette fatigue. C'est une épreuve. Hein, ouais. C'est une épreuve et avec très souvent des images. On fait une image, on est persuadé qu'on en a fait une bonne, et en fait, elle n'est pas bonne. Et d'autres moments, on est là en se disant bon, puisque je suis venu, je l'ai fait, et cette image-là, elle est bonne. Ouais. Donc, parce qu'on est au bord. Après, si on raisonne, on est au bord de soi-même. Donc, on est en train de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas. Et c'est là que le nouveau advient. Tandis que si on est persuadé que cette image est bonne, on ne fait que confirmer quelque chose que l'on a déjà vu. Et donc, effectivement, après, on est peut-être relativement déçu. C'est la valeur de l'expérience. Hein, voilà, d'être au bord de soi-même dans un peu toutes les prises de vue. Là, on est loin de la station essence triomphante de Stephen Shore. Je ne sais plus si c'est Texaco, je ne sais plus quelle est la marque. Non, c'est vrai qu'on est déjà avec ce début de ruine au début, là, ce chaos. On aura la maison est fermée, et puis les termes sont délicieusement désuets. Le super à 4,89 hein, quand on les regarde aujourd'hui. Et alors, une harmonie dans les couleurs depuis le début, totale. Enfin, à part Esso qui fait, enfin pas total Esso, enfin pas Esso, mais je veux dire Esso est en rouge. Mais à part ces points de couleur, depuis tout à l'heure, on est dans quelque chose de très tenu. Hein. C'est-à-dire, j'avais choisi de travailler avec des négatifs et non pas des sectas déjà. Et puis bon, tout est. Oui, je partais plutôt du gris que de l'étalage de couleurs dans la photographie en couleur. Ouais. D'accord. Ce qui était quand même aussi, à cette époque-là, il faut voir qu'est-ce que l'on montrait en France comme étant représentatif du travail de photographie en couleur. Donc là, moi, je prenais aussi un certain contre-pied. C'était une couleur, tu veux dire, on voyait plus une couleur un peu plus clinquante ? Oui, c'est très certainement, oui. Dans les intérieurs, tu veux dire, par exemple ? Non. Non, mais tu ne voulais pas une couleur démonstrative. Voilà, oui. Donc j'ai exploré même là des paysages, toujours ces paysages industriels un peu en déclin. La photographie de droite, elle pourrait avoir été prise quasiment au 19e siècle, je trouve. Mais en même temps, donc je l'avais éliminé dans un premier temps, mais après je me suis dit finalement qu'un paysage, qu'une entreprise ressemble vraiment aussi visuellement autant à un site qui pourrait avoir été photographié au 19e, ça a un sens finalement. Oui, alors de l'état dans lequel sont ces usines à ce moment donné. Moi, ça m'évoque aussi les intérieurs d'église de Frédéric Evans, avec la lumière qui rentre comme ça. Alors, avec lui, la métaphore, je dirais, transcendante. Mais c'est incroyable comment je ne sais pas ce que c'est, cette machine au milieu qui est impressionnante. C'est un four. Qui est un four qui est frappé par les rayons du soleil. Non, il y a une dimension quasiment onirique dans ce caractère très industrieux, là. Là aussi, j'ai mis quelques images que j'avais pas conservées, qui sont du côté. J'étais plutôt du côté de l'apparition que du côté de la disparition.
Ça, c'est clair. Hein. Plutôt le chantier, au moins, au minimum, on a fait un peu table rase, puis on va vers quelque chose de nouveau. Là, ce sont des images aussi un petit peu singulières. Il y en avait quelques-unes, dont j'en ai gardé très très peu, de la disparition, de la démolition, etc. Il y en a très très peu. Un choix de cadrage serré, où on est sur cette matière. Hein. Voilà, on a les éléments sont toujours... je réponds, je dirais, organiquement avec le corps à des éléments eux-mêmes très, 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 très organiques. Ou ici, voilà le paysage. Non, ce n'est pas photographié en hiver, c'est photographié en plein juillet, en pleine floraison, et c'est juste l'abord d'une usine de zinc qui était un peu déglinguée. Et voilà le paysage qui restait tout autour. Toutes les collines étaient fantomatiques avec des arbres complètement détruits. Mais en raison quoi des rejets de l'entreprise qui retombent sur la... Donc là, oui, on est en juillet avec les feuillages verts du printemps. Ah oui, non, c'est des images quand même voilà, qui ont une forme de dramatisation, tout en étant très, très en retrait, une forme de dramatisation en même temps. Hein. Une application, je dirais que... Dans les années 70, on avait quand même déjà les premiers engagements écologistes, déjà très forts. Hein. Donc, ils se ressentent certainement aussi dans, une certaine brutalité qui est faite à quelque chose qui s'appelle le paysage, avec des interventions, oui, assez forte. Là, bon, j'ai mis un petit peu en scène 3 états de la montagne. Hein, la montagne grattée sur l'image de gauche, qui sert à alimenter des carrières de pierre, de galets. Et puis à droite, on a la montagne. Par contre, elle est parfaitement striée, donc elle a été complètement replantée. Puis au loin, on a le vestige comme ça de la montagne qui se dresse, mais qui est sûrement aussi exploitée par les stations de sport d'hiver et autres. Donc voilà. Ça dit dans son contenu quand même que chaque paysage, ou que les paysages sont construits, que ce soit bord de mer, montagne ou autre prairie. Là, on a des traces de la construction. Et le dialogue qu'il y a entre le premier plan où on a ces toits très modernistes à pans géométrisés, et puis le travail... C'était les centres sociaux que l'on mettait dans les endroits un petit peu... Je me demande si ça ne s'appelait pas des 1000 clubs. Je ne sais pas, en tout cas, on en a vu beaucoup plus, avec ces pans qui descendaient jusqu'au sol. S'en rappelle. Ouais. Bon, je passe un petit peu vite sur quelques images comme ça que j'avais aussi laissées, qui n'étaient pas... Elles sont superbes. Et, là, tu étais avec ta chambre dans un dialogue aussi avec vraiment le paysage usinier, avec ce qu'il propose d'assez allégorique, hein, parce que c'est très puissant. Il y a ces machines, enfin, la chambre permet ça. Tu n'aurais pas pu faire ça avec un appareil plus modeste. Tu réponds aussi à quelque chose du monumental avec une machine qui permet de le traduire. De l'inscrire. Ouais. Oui. Bon, voilà, j'ai laissé ce petit chapitre presque un petit peu tel qu'il est écrit dans le livre. Là, ce sont toujours des doubles pages que l'on regarde. Donc là, on est dans l'amorce d'un livre à venir. Il est à peu près réalisé, il contient 104 photographies. Donc, tu vois, on a énormément débordé des 15 du début. Donc, il est là sur une table à la maison. J'ai laissé quelques images qui étaient peut-être celles parmi les plus reproduites. Parce que je pense que là aussi, c'est le faire image. C'est une image que j'ai cherché à faire pendant très très longtemps. C'est-à-dire une route en chantier, d'accord ? Mais donner l'image de la route en chantier, n'importe quelle route, c'est-à-dire un goudronnage, hein, un nappage de goudron. On entaille le paysage, hein, on voit l'entaille. Il y a la route qui est bien lisse. Et il y a les abords qui sont aussi dégradés. Et le petit paysage qui pouvait avant peut-être... occuper tout l'espace, il est juste repoussé là-bas au loin, la petite zone verte devant son ciel bleu. Donc je trouvais que c'est en ce sens-là que je pense qu'une photographie comme ça fait image, parce qu'elle est quand même, très générique
de la... Oui, pour toi, la notion d'image, c'est qu'effectivement, on n'est pas simplement dans l'idée du ici, du maintenant, Voilà, du voilà. lieu, mais on a quelque chose de plus générique. Beaucoup plus générique, beaucoup plus général. Donc ça, c'était une de mes motivations. Je cherchais à faire des images de la transformation et pas simplement donner comment dire, rendre compte de l'endroit où j'étais. Bon, il faut qu'on accélère peut-être un petit peu. Ça va? Non? On a le temps, on est bien. Bon. On en laisse passer quelques-unes comme ça. Donc ces images, néanmoins, elles sont au travail, même si la sélection est rigoureuse et qu'il n'en sortira à l'époque que très peu. En revanche, tu dialogues avec d'autres collègues, puisque bientôt, avec la Datar, va y avoir des interconnexions avec d'autres artistes qui s'intéressent au paysage. Il y a des échanges autour des images? Vous avez des moments de rencontre? Bien sûr, avec le réseau d'amis qui se fait, qui se découvre, etc. Donc il y a par exemple Suzanne Lafond là, qui est là aujourd'hui parmi nous, avec lequel on a échangé. On s'est rencontrés d'ailleurs autour de la première exposition Palais de Tokyo en 85. Et on a toujours discuté sur nos différents travaux, peut-être même jusqu'à aujourd'hui. On entretient un dialogue, même si c'est parfois complètement à distance, chacun suivant sa voie singulière et évidemment extrêmement différente. À l'époque, oui, il y avait des réunions souvent informelles autour d'une table ou dans un café. Il pouvait y avoir Louis Bolz, que l'on a rencontré à ce moment-là, Basile Kohl, Gerd Rülsch, François Hertz, etc. Donc les différents photographes de la mission, Sophie Restelhuber, etc., que l'on pouvait rencontrer et on pouvait parler des images, même si ça restait quand même malgré tout une trajectoire individuelle. Très fortement. Oui, mais c'est pas anodin de le rappeler qu'il y a eu quand même là dans ces années-là des échanges, des regards posés sur les travaux en train de se faire des uns et des autres, parce qu'avec le recul, tu signalais l'exposition de la BNF cette année, enfin l'an dernier maintenant, où on voyait bien que ces échanges, en n'enlevant rien à la singularité de chacun, nourrissaient peut-être même entre guillemets, c'est un mauvais mot, mais des positionnements, c'est-à-dire des choix qui pouvaient être affirmés d'un côté ou d'un autre. Parce que là, dans tout ce qu'on voit de ton travail, il y a on peut dire qu'il y a une radicalité. Il n'y a aucun compromis avec quoi que ce soit. Ce ne sont pas des séries, il n'y a pas de dimension pittoresque. Ça peut être éventuellement allégorique, mais on n'est pas là-dedans non plus. Non. On n'est pas dans la chronique d'un lieu, d'un moment, d'une transformation, mais dans du générique. Donc tu t'astreins aussi à quelque chose qui est très exigeant, on va dire. Enfin, c'est un mauvais mot, mais très dur même presque. Soit les images appartiennent à cette famille-là que tu définis en quelques mots, soit elles n'existent pas. Au-delà des contraintes nécessaires de couleur, composition, tout ça, mais ça c'est juste, c'est pas la peine. Hein. C'est pas comme ça qu'on parle des images. Donc là, il y a plusieurs fois comme ça des sortes de diptyques, des faux diptyques ou des panoramas. Donc là, on a le sorte de petits cancers proliférants des zones pavillonnaires autour de Montpellier. Mais parfois, c'est la ville aussi. Là, on parlait tout à l'heure des voies sur berge. Là, c'est l'autoroute à Lyon, des abords de l'autoroute. Et moi dans mes années 70, j'ai toujours participé à Toulouse à une fête des berges. Et on avait des grands bals. À l'époque, c'était des bals folk contre la construction d'une autoroute le long de la Garonne qui aurait traversé la ville. Donc, il y avait un projet. Donc aujourd'hui, évidemment, on est à reconnecter le fleuve avec la ville, alors que là, on voit bien, à Lyon, on avait l'autoroute aussi qui passait au bord du fleuve et séparait complètement le fleuve de la ville. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un phénomène générationnel, mais il y a cette contre-culture ou cette culture critique à l'égard de transformations urbaines qu'on connaît par cœur, et puis la standardisation des circulations. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement en tête par rapport à ton travail, mais qui peut le doter d'une conscience politique et critique qui permet de mettre un élément d'explication aussi sur le travail.
Je pense que ça fait partie. Ouais, ça fait partie. Ça fait partie. Ce n'est pas militant, mais ça fait Ouais, partie ça fait partie. d'une réponse, je dirais, généraliste de moi comme individu qui est porteur aussi d'un certain nombre d'éléments d'analyse critique, effectivement, du paysage que j'ai devant moi. Bon. Là aussi, là c'est bon. Enfin, celle d'avant, tu dis bon, moi je la trouve, j'avais jamais. Oui, tu l'as jamais vue? Non, on l'a pas vue. Elle est excellente. Enfin, alors on n'a pas parlé parce que c'est peut-être, on n'a pas évoqué encore parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu évident, mais il y a toute cette culture du land art, il y a toute cette culture de l'installation. Enfin, tout est là. C'est-à-dire que tu dis paysage, tu vois aussi, tu construis visuellement des structures. Et en même temps, des sculptures. C'est pas une connaissance que j'avais vraiment a priori. C'est une connaissance que je me fais aussi en faisant des photographies. Tu vois, je regarde les artistes du land art et tout ça, mais à la limite, je découvre plein de choses tout en faisant mes propres images, mais ce qui permet aussi de les situer. Où on me parle aussi, parce que justement, dès que tu rentres, tu vois, entre les images amateurs du début et le moment où on rejoint un groupe de photographes constitués, on a aussi toute la culture apportée par les uns les autres, la critique, et c'est gigantesque, toute la quantité d'informations qui arrive et la précision de notre analyse qui peut se développer énormément. Parce que ces images, si tu les fais aussi, c'est parce qu'elles peuvent être reçues. Je veux dire par là que c'est une proposition qui peut déranger. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une image comme celle-ci, c'est une proposition qui a un potentiel écho dans le regard du public, non, enfin de ceux qui peuvent comprendre quelque chose. C'est pas le paysage pittoresque. Oui, mais absolument, c'est pas le paysage pittoresque, mais on pense pas du tout à la réception. On pense simplement faire une image. Oui. Moi, je pense simplement, je passais tout mon temps de façon très obsessionnelle et très, très absolue. Je veux simplement être capable de faire une image, aujourd'hui ou demain. C'est tout. Donc après avec peut-être on va les analyser. Bon, ben là c'est juste une page, c'est à 7, donc c'est la petite vague à 7. C'est la petite vague contre la grande vague. Oui, mais là c'est un dépliant dans le livre. Donc là, la page de droite, elle n'est pas dépliée. Donc là, on la déplie. Donc ce qui change quand même fondamentalement la lecture de ce paysage. Ah oui, du coup, elle devient quand même menaçante. Elle se bétonise de plus en plus. On a encore un tout petit chouïa de... Comment dire il paraît on a une petite flèche. Il y a un tout petit chouïa ici de construction qui amorce que peut-être il y a quelque chose, mais enfin, on ne s'attend pas vraiment à ça. Mais en même temps, la construction que tu choisis, c'est une magnifique villa moderniste, non? Oui, absolument, avec les escaliers fantastiques, très bien intégrés dans le paysage, avec un magnifique design qui respecte la nature, le paysage environnant, n'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment l'intrusion sans aucune, inscription, sans aucun respect, sans aucune inscription dans le paysage, n'est-ce pas? Sans aucun respect, oui. On le retrouve l'image du début qui était... Ah oui, qui est en appel tout à l'heure. Voilà. Avec ces premiers plans, souvent on a le premier plan très organique. Alors moi, je reste quand même frappé par ta gamme colorée qui est d'une constance depuis le début. C'est frappant dans le choix des images. Là, on a les gris, les bruns, les verts, un peu d'orange. Cet orange des tuiles en terre cuite. Voilà, c'est très tenu. Mais ça tu dis, je cherche quelque chose et j'y travaille, mais sur le point de vue chromatique, tu as aussi cette espèce de ligne comme on aurait son choix de gamme sonore, si je puis dire. Tu l'as en tête aussi, ça, quand tu travailles? Il est évident que j'ai beaucoup photographié des jours plutôt gris que des jours de grand ciel bleu, même si de temps en temps il y a une image avec un bleu éclatant. Ça, c'est évident, oui. Parce que, tout simplement, la sensibilité aux couleurs s'apprécie d'autant plus que le contraste est absent. Donc, c'est très classique. Tous les peintres, effectivement, si on photocopie en noir et blanc une aquarelle de Cézanne, il ne reste plus grand-chose.
Oui, enfin, sauf que magnifique lettre de Cézanne nous explique comment il travaille sur des mauvaises gravures en noir et blanc de reproduction des classiques, oui. parce qu'il préfère les mauvaises repros. Moi, j'ai toujours aimé ça, parce qu'il préfère les mauvaises repros qui lui laissent plus de marge pour travailler. Voilà, ça c'est autre chose. C'est ce que disaient aussi les impressionnistes par rapport aux estampes. Ils avaient vu des reproductions avant de voir les originaux, mais avec ça, ils avaient compris le système de représentation qui était inclus, et ça suffisait pour travailler. Absolument, on n'a pas besoin d'une... Bon. Une question de Candide, quand tu es dans ce processus de travail-là, est-ce que tout ce que peut t'offrir ton environnement te suffit pour travailler, ou il y a cette idée qui finalement appartient aussi à l'histoire de la photographie de paysage, du voyage ? Est-ce que aller voir ailleurs, aller chercher une réponse, ou en tout cas une enquête, ou faire l'expérience d'un ailleurs, ou tu restes dans un environnement... Ah ben non, là c'est je ne connais rien de tous ces endroits, donc je suis toujours dans un ailleurs. C'est toujours un ailleurs, en fait. Je suis toujours enfin, c'est un ailleurs qui s'appelle la France. Il y a la France, une voiture et une chambre 4-5, mais il n'y a aucun lieu quasiment désigné ni privilégié. Donc il faut aller les trouver, les chercher, et c'est sans arrêt, tous les jours, un ailleurs, oui. Donc c'est non, ça m'interroge. Mais je comprends le processus de travail, mais c'est vrai que finalement... Mais mon appartement, ça peut être un ailleurs aussi. Oui, tu expérimentes les lieux à chaque fois, en fait. Oui, que je ne connais pas. Donc je vais les chercher. Donc c'est un travail aussi énorme pour les trouver. Et après, pour trouver les images, tu vois, ça s'empile. Par exemple, tu aurais pu entendre parler à la faveur de questionnements qui sont les tiens, de lieux où il y a des grands chantiers, où il y a qui seraient plus ou moins des bons terrains d'expérience, d'expérimentation. Bien sûr. J'ai ce guide-là aussi, mais c'est pas forcément les endroits où j'ai fait les meilleures images. C'est encore... Tu vois, si on savait en perdre moins de temps. Voilà, par exemple, sans parler de celle-ci, j'ai juste mis des paysages un petit peu de loisirs privés ou loisirs publics. Mais si je prends peut-être la dernière, par exemple, c'est sur le site de la centrale nucléaire de Golfech. Ce que j'ai retenu, c'est le tas de coffrage. Tu vois, et non pas le spectaculaire de la construction énorme de la centrale juste à côté. Mais il me donnait plus l'idée de la catastrophe, de la destruction, de la chose, que la centrale elle-même, que l'architecture de la centrale elle-même. D'une manière globale, moi, ce qui me frappe, parce que j'aime bien utiliser la chronologie, c'est des images qui ont 35 ans quasiment. Oui. À aucun moment on serait en mesure de dater ce qu'on voit. Tu vois ce que je veux dire ? On peut les dater d'un point de vue esthétique quand on connaît l'histoire de la photographie, on dit tiens, voilà. Mais dans les référents, dans ce qu'on voit, c'est un monde qui est le nôtre. Enfin, je veux dire, quand tu montes les pavillons, on est dans dans le poste des 30 Glorieuses, et on est dedans encore. Mais tout a changé un tout petit peu. Évidemment, un spécialiste de la construction, il verra que les coffrages aujourd'hui ne sont plus faits comme ça, etc. Mais par exemple, que les techniques ont changé. Le jardinet avec les jouets, on va avoir des jouets d'une facture un peu différente. Mais... Le portique, il a changé aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le même portique. Tout a changé, les tuiles, les panneaux solaires. Non, tout change, la cabane de jardin, je veux dire, tout change. En fait. Si on regarde précisément, tout change un petit peu. C'est moi qui n'ai pas changé. Peut-être. Bon, voilà, j'arrête. Bon, excusez, je suis resté un peu longtemps sur ce projet de livre. Donc là, c'est les éditeurs se pressent d'ailleurs autour de toi. J'ai pour l'instant rencontré personne, mais ça, c'est un tiers à peu près de la matière de ce livre. On va les encourager. Hein. Alors, je fais un petit break, comme tu m'avais dit. Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu les sauts, c'est-à-dire je fais ce travail sur le paysage, et le suivant, c'est une série qui s'appelle Les Désordres, 1988. C'est juste l'année 87-88, les 2 années qui suivent. Je continue finalement à m'intéresser à comment dire, je dirais... comme dit Montaigne, c'est une phrase que j'aime bien, il dit « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». C'est-à-dire, je ne cherche pas à définir forcément les choses, mais à les saisir dans un devenir.
Et je crois que là, un désordre, pour moi, c'est vraiment l'image du devenir. C'est-à-dire, dans 5 minutes, si la personne qui est sur le lit là-bas commence à s'activer, il va peut-être prendre une chaussure, il va peut-être commencer à enlever un bol ou à bouger une des choses. Donc, c'est vraiment un état de très, très grande instabilité. Alors, bon, restons 2 minutes sur les désordres, parce que, bon, moi je me prends pour symptôme, c'est vraiment tes images qui ont été le plus vues, le plus commentées, le plus diffusées à l'époque. Enfin, on pensait Garnel, on pensait désordre. Il y a toujours, il y a toujours eu une œuvre, ou une série qui a marqué à un moment donné la découverte d'un travail. Et c'est une série très importante. C'est parce que c'est la découverte que ça marque. Oui, c'est ça. C'est quand on découvre un artiste par une série que cette série-là va lui coller à la peau. Non, mais c'est vrai, quand on dit on va publier une image de Garnel, on pense parce que c'est peut-être. Bon. Donc c'est important. C'est une série très importante. Alors, moi, je ferais 2 remarques. D'abord, quitte à passer vraiment pour un couillon, mais je les ai longtemps regardés. J'ai mis longtemps à voir qu'il y avait souvent des gens dedans. Tellement j'étais dans les choses. Au sens propre du terme. Et ces intérieurs, moi, quand je les ai découverts, en même temps, sur ma table, il y avait un intérieur de Herz et Ristel Weber. Et j'ai toujours compris tes désordres comme la réponse à l'intérieur. Qui est publié en 80. Ah non, moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Non, je pense pas parce que... C'est comme si tu avais foutu le bordel dans les intérieurs de Herz et Ristel Weber. Non, tu peux. Il vaut mieux voir de façon plus générale ce qui me motive pour faire image de façon globale et comment petit à petit, à partir de la première maison que j'ai gardée là dans l'ouverture du livre jusqu'à la dernière qui est ses coffrages, comment l'inachevé, le en train de se faire, le non abouti se déroule et se retrouve dans ces images-là. Donc voilà, un deuxième désordre. Bon, ça j'avais toujours vu qu'il y avait quelqu'un là. Mais, il y a 2 personnes. Hein. Ah bon? Ah, tu vois. Mais, il y en a un qui en cache un autre. Non, il y a une personne allongée sur le lit. Ah bah oui, mais enfin, bon, on la voit pas, on peut pas... Une personne debout, donc il y a 2 personnes. C'est drôle, oui. Et là, tu étais installé, alors pour avoir le making-of, tu étais installé avec ta chambre. Oui, bien sûr. Et comme tu dis, bon, ça va bouger dans 30 secondes, c'est-à-dire que tu leur demandais quand même... Ah non, mais je demande rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et je dois arriver à faire mon image. Donc voilà. C'est un chaos organisé. C'est un peu comme, je sais pas, j'avais l'idée de je sais pas, certains scénarios de Jean-Luc Godard où il fait une petite feuille A4, il y a 12, et il va réunir dans une pièce quelques acteurs, un caméraman, un preneur de son, et il ne sait pas exactement ce qui va être dit, il donne quelques indications, et puis il va quand même avoir ce qu'il veut. Ah, c'est pas mal comme référence, ça, parce que c'est des intérieurs, quand on pense aux intérieurs de Godard, il y a des choses, il y a des livres, il y a des couleurs, il y a des choses intéressantes. Mais sur la façon de faire, tu vois, ou bien le cinéma de Rivette, etc. Tu vois, donc où on est au bord de l'improvisation, forcément, et on sait pas. Non, j'ai jamais dirigé, tu vois, j'ai jamais dirigé. J'ai un peu laissé faire, donc ça veut dire tout un temps aussi, et puis bon, un certain nombre d'images. Alors là, pour le coup, on a été privé de combien de désordres? Tu en as fait beaucoup et tu en as publié un certain... Disons, la seule fois où ils ont été montrés dans leur intégralité, c'était à Lianzhou en 2012. C'est François Cheval qui en était le commissaire. Il y en a 23 si vraiment j'étends la série au total. J'en ai montré peut-être une dizaine ou une douzaine à l'époque. Donc il y en a un peu plus. Il y a la zone périphérique qui, avec le temps, peut-être, devient quand même malgré tout un Garnel. Mais comme je dis toujours à mes étudiants, au départ, quand on commence à exister, on doit faire les choix extrêmement radicaux, sinon ce que l'on fait recoupe des tas d'autres choses qui ont été faites par d'autres gens. Donc si on veut soi-même être très singulier, on doit vraiment faire des choix très, très, très précis qui vont essayer d'affirmer notre singularité. Plus tard, effectivement, avec le temps, notre singularité, elle était aussi dans des images un
petit peu périphériques, qui peut-être rejoignaient d'autres. Mais une fois qu'on a fait plein d'œuvres différentes et que le chemin est très bien tracé, ces images-là, elles retrouvent un petit peu la place. Ça ne veut pas dire qu'on va aller rechercher des tas d'images. J'aime pas du tout non plus cette réexploration dans laquelle on va ressortir plein d'images qui vont sans doute, et souvent d'ailleurs, être un peu moins bien que celles qu'on a choisies. Parce que je persiste, je pense qu'on... Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, on peut être aussi dans un travail où la question de la qualité n'est pas la première. Je veux dire, la qualité au sens le qualitatif. Le quantitatif peut amener à d'autres problématiques. Ça, oui, mais le quantitatif, il vaut mieux le faire sur l'aujourd'hui. C'est-à-dire la chose qui va venir. La chose qui va venir, à ce moment-là, c'est plus intéressant de s'engager, de travailler là que d'aller sans arrêt revisiter. Bon, enfin... On verra. Les désordres, je les fais un petit peu aussi. En tout cas, l'historien leur dirait que c'est un corpus relativement maigre. Tu n'as pas voulu en faire des... Oui, mais enfin là, ce qu'on a vu, là, c'est juste un petit bout déjà. Et puis après, il y a tout ce qui a les 30 ans qui suivent. Non, mais quand je dis le désordre, c'est pas quelque chose que tu as multiplié à l'infini. Voilà. Donc, tu en as fait finalement peu, alors que tu avais le protocole finalement. Voilà, très vite, j'ai vu que si je multipliais, je tombais dans des catégories, des sous-catégories. Je commençais à faire de la sociologie. Alors ça, on voyait que c'était le désordre de tel. Alors je commençais à rentrer dans des catégories de Bourdieu, tu vois. Donc tu voulais, c'est pas un propos. Alors ça, tu voulais pas qu'il y ait de la sociologie. Alors il y en a toujours un peu parce qu'on peut en trouver. Obligatoirement. Mais à aucun moment donné, tu voulais être dans quelque chose qui pouvait être une typologie, une enquête. Absolument pas. Non, donc. Mais c'était un refus. Alors ça m'intéresse. C'était un refus esthétique ou c'était une volonté entre guillemets d'apolitiser ce travail? À politiser, je ne sais pas si... Je vais prendre un exemple d'un de tes confrères qui est alors complètement à revers de ça, qui est Jean-Louis Schalkopf, qui lui va faire un travail documentaire, social, politique. Donc toi, c'était un refus de ça ou tu étais dans autre chose? Je ne voulais pas que ça devienne... je sais pas, que je sois pris justement dans une sorte d'analyse de différentes classes sociales. Ça, c'était pas l'angoisse latente des années 80 de l'art contemporain en disant il faut surtout pas qu'on soit dans des questions, je dirais, de documentation, de choses comme ça. Je sais pas, c'est à la fois oui, peut-être. Si je parle de Patrick Tosani, je regarde ces séries, par exemple, ces ensembles. Souvent, c'est 15. C'est vrai. Entre 10 et 20, voire moins. Et là, c'était finalement, pour moi, c'était un peu pareil. Au bout de 15, une fois que j'ai fait une image d'un désordre où j'ai rempli le cadre et que le personnage est là, qu'est-ce que je vais faire de plus au bout du compte? Donc je pars ailleurs et je fais la série des portraits de nuit. En fait, tu n'es pas un artiste de la déclinaison. C'est pas ton... C'est mon tort et en même temps c'est ma qualité particulière. Mais en même temps, c'est vrai, si je faisais pendant 5 ans la même chose, j'aboutirais peut-être à un objet qui serait plus déterminé. Ça, c'est clair. Bon, c'est pas été mon choix. Ouais, c'est ça. Bon, là, peut-être on va... Non, on peut ressortir. On va ressortir. Voilà. Je montrais juste en 88, au moment où je fais... C'est important. Au moment où je fais les désordres, si on me demande, suite à la commande de la Datar, de faire un certain nombre d'images dans des lieux souvent de transformation de chantier. Donc là, la mission photographique Transmanche 88, le cahier 4. Donc c'est l'un des premiers. Le premier, c'était Plossu Butor. Après, il y a eu Lewis Bolt, ça fait La Ronde de nuit, par exemple. Donc là, je vais sur le terrain, puis je commence à photographier le chantier, comme je sais faire, un petit peu la suite de la mission, des objets. Alors du coup, là, tu mets au service de la mission les résultats artistiques, techniques de tes expériences préalables. Oui. Tu appliques ou tu reconduis d'autres expériences? Je pars toujours intuitivement, j'ai jamais de projet. Je pars à zéro. Zéro, ça veut dire le capital que l'on a, ce qu'on sait faire. Mais j'ai conçu le catalogue comme une sorte de petit journal. Donc on passe d'une image à l'autre, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, et on aboutit à la fin à des œuvres qui sont ces 3 diptyques, 28, 39, 49, avec à chaque fois une vue de la mer, des ouvriers et des chiffres sablés sur les vitres. Donc tu vois bien que entre les premières images, qui est le début de mon travail, et le résultat... Et la proposition plastique, on va dire. A beaucoup changé. D'accord ? Alors si on veut regarder un des diptyques un petit peu plus précisément, on peut... Voilà, là on voit très bien. Et donc cette numération, tu peux rappeler le sens? La numération, c'est à la fois, si on ne la connaît pas, des chiffres qui sont comme ça imposés à des travailleurs anonymes qui sont en train de fabriquer je ne sais pas quoi.
On ne sait pas exactement, là, soudé, là, certainement. Donc il y a 28, 39 et 49 qui étaient les chiffres élémentaires. 28, c'était le temps de traverser, 28 minutes. 39, c'était 39 km du tunnel. Et 48, c'était 48 milliards de francs. Évidemment, la progression était déjà ironique puisque le 48 est passé à 2 ou 3 fois plus. Donc, mais c'était déjà prévu qu'effectivement, il y avait encore des chiffres à l'autre bout là-bas qui ça pouvait aller plus loin. Et après, c'était, puisque le tunnel était en chantier, mais on pouvait quasiment pas y accéder, comment rendre compte quand même de l'idée d'un chantier très très grand qui est en train de se faire là entre la France et l'Angleterre. Donc on a une vue de la mer, le tunnel est sous la mer à cet endroit-là, donc il est sous les chiffres. C'est pas anodin parce que tout à l'heure tu disais oui, il y a des personnages, on les voit pas, etc. Mais là les corps sont vraiment là. Ils sont là mais anonymes. Hein, anonymes, enfin néanmoins le corps remplit l'espace. Oui. Il y a une vraie rupture par rapport à tout ce qu'on a vu. Voilà, moi c'est venu petit à petit au cours du travail. J'ai petit à petit photographié les corps des ouvriers dans les postures, dans les différentes postures. À chaque fois j'en ai mis 2 parce que je pensais bon, c'était le tunnel sous la Manche. Il y avait les Français et les Anglais qui travaillaient de leur côté. D'ailleurs ils sont séparés. Oui, c'est très symbolique. Là. Ils sont séparés là où dans chacune ils sont quasiment séparés par quelque chose. Bon, il y a des petits éléments comme ça. Oui. Donc voilà, donc la proposition, d'ailleurs, quand je l'ai faite, je l'ai rendue à Pierre Devin. Il se dit, mais attends, c'est quoi ça? Qui était très habitué à une photographie plutôt sociale, noir et blanc. Il voit quelqu'un arriver, sort de la voiture, 3 diptyques et les met là-bas à Douchy, dans le centre. Et on a eu une longue discussion, je me rappelle très très bien. Ça l'avait quand même assez interpellé, cette réponse. Oui, on imagine, parce que bon, pour le coup, elle a une dimension très conceptuelle, très plasticienne aussi dans ses formats qui sont quand même imposants. Et dans cette idée du diptyque, parce que bon, là, tu nous donnais la clé, la chiffrologie, si je puis dire, la numérologie. Ils sont donnés dans les légendes, a priori. Ils sont donnés dans les légendes. Voilà, ils sont marqués, oui. Enfin bon, visuellement, on est dans quelque chose avec cette présence des chiffres sur paysage, si je puis dire, qui ont une forte connotation conceptuelle. C'est une vraie propos. Voilà. Oui. Qui est quelque chose que tu n'avais jamais fait encore. Non. Ni avec lettres, ni avec chiffres. Non. Donc on continue sur quelques rares images, quelques images de peut-être une autre commande où on a retrouvé un petit peu Bols, Garnell, John Davis et Basilico à Foss. Donc là une autre réponse. Oui, ça, cette image était... Un diptyque avec un personnage. Donc pour moi, c'était ce personnage. Je ne voulais pas du tout que ce soit ni un pêcheur, ni quelqu'un qui vienne de la plage. Je voulais qu'il ait vraiment une présence extrêmement étrange et intrigante dans cet endroit-là. Personnage pasolinien, je trouve. Peut-être, oui. On a passé la journée à explorer Foss un peu partout. On a mangé ensemble. Puis à un moment donné, je vais faire une photo. Il disparaît, le personnage. D'un coup, j'ai mis la chambre. Il n'y a plus personne. Il allait cueillir des roseaux, mais c'est très bien. Donc il ressurgit avec ses roseaux. Il a un peu la pose du Christ sortant du tombeau de Piero della Francesca là, à Arezzo. Il a les pieds enterrés dans le sol, il surgit comme ça, et pendant que l'usine crache quelques nuages, on le voit un tout petit peu, peut-être pas là, mais des nuages un peu orange qui viennent dans ce décor. Et là, tu reconduis l'expérience du diptyque. Manifestement, tu as trouvé dans le diptyque, ou voire peut-être après le polyptyque, on va y venir aussi. Oui. On n'est pas donc dans la série, on est dans... Tu as besoin de construire aussi entre les images. C'est pas l'image fermée sur elle-même. Ça, c'est venu depuis, très très vite, en 90, donc quelques années après, 4-5 ans après la mission photographique. Et là, par exemple, c'est un paysage qui est reconstruit, mais avec, c'est le même arbre que l'on a 2 fois, donc la chambre, il n'y a pas de continuité. Donc ce paysage-là, il n'existe pas vraiment. Il est reconstruit par la photographie. On va passer peut-être un petit peu vite sur 2 ou 3 autres petits assemblages d'images de ce territoire de Foss. Il faut voir les commandes, souvent c'est assez rapide. On a 2 fois 5 jours avec une voiture et voilà, il faut faire les images. Donc c'est...
ou bien celle-ci, des terrains dont on ne sait pas trop non plus s'ils ont servi de réservoir pour des produits qui ont été stockés ou des résidus, ou si c'est naturel. Enfin, donc on a une grande hésitation devant ce type de cette culture paysage. De la nature altérée. Hein. Voilà, dans laquelle quelques plantes arrivent à repousser. Pardon. Quel était, à ce moment-là, on bascule un peu les années 80 ou 90, quel était finalement le type de réception que tu avais au moment des expos, au moment des livres, sur des paysages dont on voyait bien, on est quand même en rupture avec une tradition paysagère un petit peu, je dirais, où la question du charme du lieu, la question de l'allégorie pouvait être là. Le côté sans complaisance, tu as cité beaucoup de noms de confrères à cette époque qui aussi sont durs hein, sur les paysages, qui vont chercher des lieux difficiles, on va dire. Voilà, on sait bien qu'il n'y a pas une bonne réception de la Datar, par exemple. Hein. Donc, mais est-ce que il fallait être un peu pédagogue ou quel type de retour tu avais à ce moment-là ? Je ne sais pas trop bien le dire. Les hommes politiques font leur discours, après ils s'en vont lors d'une inauguration, donc on n'est pas vraiment en contact. J'ai vu des personnes, si je me rappelle une fois, c'était à Toulouse, j'avais montré une fois une série d'images de la mission photographique du paysage industriel, etc. Je me rappelle, il y avait Dominique Baudis, qui était le maire de Toulouse à ce moment-là. Il était furieux qu'on montre ces images-là dans le conseil régional. Visiblement. J'ai donné une image qui n'était absolument pas celle que bien sûr, l'homme politique voulait donner, des nouvelles entreprises, du développement, etc. Ça dit beaucoup de choses, des attentes qu'on a. Bien sûr. De la photographie d'une manière générale. Oui, mais on n'est pas. Même si les architectes. Oui, mais j'ai pensé souvent que pas mal de commandes étaient faites pour des mauvaises raisons. Ouais. C'est-à-dire une commande, en fait, on va chercher. Alors, si on a un paysage, si on va avoir une très belle image, on va peut-être commander un photographe publicitaire. Mais si on veut quelque chose encore plus, on va demander à un artiste. Le prestige, il est encore plus. Sauf que l'artiste, lui, il va plutôt aller faire de la sous-photographie ou aller dans des lieux que l'on ne voudrait pas montrer. Il est complètement dans une autre logique. Et donc, effectivement, il faut déjà une culture, si tu veux, de la photographie ou de l'art pour accepter un certain type d'image qui arrive à un moment donné, ou même un certain type d'expérience de la liberté de l'artiste. Mais bon, c'est à nous de l'affirmer sans aucune concession, bien sûr. Non, parce que je me demande encore aujourd'hui si une partie de la photographie contemporaine n'aura pas le même destin finalement qu'une grande partie de l'architecture moderniste, c'est-à-dire de n'avoir jamais rencontré le grand public en fait. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Ça n'empêche pas d'exister, c'est une histoire, mais tu parlais de malentendus. Bon, je veux dire, encore aujourd'hui, on voit une tour de Perret, 90% des gens vont trouver ça moche. Enfin, ce que je veux dire, on est dans des bâtiments qui sont pas toujours admis, et le temps de phasage avec une vision plus globale est souvent très long. Quoi. Et je pense que voilà, une partie de la photographie contemporaine n'a pas encore rencontré son public. Mais c'est un temps de latence. Oui, mais des personnes comme Carlton Watkins, ils sont morts indigents en vivant dans leur caravane. Oui. D'accord ? Oui. Et Watkins, il a quand même célébré la grande nature américaine avec des photographies absolument sublimes. Je pense à ce petit homme qui est dans sa barque et qui va partir comme ça dans le lointain. C'est des images absolument extraordinaires. Ouais. Bon, on va souhaiter un meilleur destin. Mais bon, mais non, mais c'est juste... c'est arrivé en d'autres siècles, d'autres temps. Ok, juste là, une commande pour Thomas. Je vais sauter presque un petit peu sur celle-là parce que... L'identification d'un paysage, c'est une belle référence antonienne. Oui. L'identification d'une femme, non, enfin je sais pas. Oui, non, bien sûr, je l'avais vu aussi quand il est sorti ce film-là. Bon, toute la culture cinéma, on n'en parle pas là, mais bon... on l'évoquait un petit peu déjà. Il y a plein de films, bien sûr, qu'on a vus. Donc là, je refais c'est un tout petit peu plus tard, une image à deux voix diptyque. Ce qui est intéressant, c'est quand même que là, on voit des diptyques, et ça fait un petit moment qu'on voit des diptyques. Donc là tu as trouvé une forme de construction qui te va bien. Oui, avec le personnage, il y a une image principale, celle avec tout de suite, dès qu'il y a un personnage, une image principale, une image secondaire. Il pourrait y avoir une image tertiaire, mais c'est justement celle qui n'est pas là. Hein. Donc il y a une sorte d'affadissement comme ça de l'image du principal, du secondaire, et encore tout ce qu'il y a encore autour. Donc là, c'était juste un enfant qui, dans un paysage qui nous accable un peu, entre les eaux graisseuses, les herbes dans lesquelles sont jonchées de mégots, de
toutes les voitures, les bruits de chantier qu'on n'entend pas sur les photographies. Et l'enfant, lui, trouve une petite brique, un morceau de brique, un caillou, et il dessine un bateau. Donc il a la puissance, lui, d'imagination, tandis que nous sommes plutôt dans un certain accablement de ce que sont devenus ce type de paysages, ou ici, ce que j'appelle les berges, hein, ce qui reste du rapport entre la terre et l'eau. Mais tu as habité dans ces moments-là, et pour revenir à la question de ta conception aussi du rapport au monde ou à la nature, plus précisément, est-ce que pour toi il y a une forme de désolation, de critique dans ces images, où tu serais un optimiste farouche en disant que finalement la beauté surgit de ces ruines, de ces chaos-là, parce que la proposition elle est artistique, elle est... Le grand combat, c'est justement, tu l'as souligné tout à l'heure plusieurs fois, la frontière qui est de pas faire une belle image, mais une image juste. Il faut éviter tous les clichés des jolies couleurs, etc. Mais en même temps, il faut une farouche volonté. Il faut batailler énormément pour que l'image elle existe à partir de paramètres beaucoup plus, vifs, difficiles, etc. Pour arriver à faire justement cette image que l'on a envie qui existe, si tu veux, en évitant justement tout un tas de poncifs, etc. Comment éviter les poncifs sinon en allant chercher des images qu'on n'a pas encore faites, qu'on n'a pas vues, et qui vont évidemment... Question que va se poser l'écrivain avec son style. Bien sûr, c'est très très général, oui. D'aller jusqu'à l'os et dire les choses telles qu'elles sont, mais avec des modes d'écriture la beauté, moi j'aime bien ce terme qui était très à la mode à l'époque d'ailleurs, hein. La question du beau, elle se pose et elle se conjure en même temps. Il faut batailler avec ça, quoi. Ouais. Moi je garde souvent présent l'esprit, mais je ne suis pas valable pour peut-être cette série de photographies, c'est la définition de Simone Veil. La beauté est ce que l'on ne veut pas vouloir changer. Magnifique. Donc là, on change de chemin. Là, on revient en arrière, 89. 89, les nuits. Les nuits. Donc là, c'était un peu un extrême du paysage. Qu'est-ce qui reste au minimum pour faire image? Donc un sol qui rencontre de l'air la nuit. Un éclairage public, c'est des lampadaires. Hein, c'est là où tu commences à creuser un sillon qui va être présent tout le temps, qui est l'expérimentation, indépendamment des sujets, et l'expérimentation aussi du médium. Tu vas dialoguer avec ton médium. Là. Ouais. Il y a on verra dans différentes autres séries. Ouais. Donc oui, il y a plusieurs choses dans cette série. Cette série-là, ça a été la dernière que j'appelais série. Après, j'ai pu travailler, tu vois, sur le mode je fais plein d'images, je choisis les meilleures ou les plus centrales pour être le résultat de ce travail. D'accord ? Je commence à me dire, voilà, un chemin aboutit à une œuvre. Donc il n'y a plus de série. Je fais des images, mais par exemple, là, une autre nuit, et là, tout est photographiable. Il n'y a plus un sujet comme les désordres, ou les paysages en chantier, ou les portraits de nuit qui bougent. Tout est photographiable, mais alors, la rançon de cela, c'est qu'est-ce que ça construit et quelle forme permet de rendre compte et d'arrêter les choses dans une sorte de discontinuité qui serait un petit peu généralisée. Domaines que se sont emparés Nick Vaplinton ou même Jean-Luc dans les disjonctions, Jean-Luc Moulin, etc. Tu vois, donc moi j'aboutis à, tu vois, on est en 91 à ce type d'œuvre triptyque. Tu changes de type d'expérience en fait. Tu changes de type d'expérience. C'est plus du tout le même type d'expérience que tu fais. Voilà, ça c'est donc en 91, c'est l'un des tout premiers, peut-être pas tout le premier, parce que j'ai fait aussi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais fait il y a 30 ans à 1% pour un collège, et dans ce 1% pour un collège, en fait c'est là que j'ai mis en place la façon d'associer les images par écho, par une association dans laquelle il y a les trois types, le paysage, le portrait, l'intérieur. Mais bon, après, elles vont raisonner, vont s'appuyer sur d'autres images, une image de dévastation, le jeune homme blond,
la contemporanéité d'une pièce, mais en même temps les grillager, enfin, etc. Donc, bon, je construis sur un mode qui est plus des échos entre les images, et avec le caractère peut-être aussi un peu énigmatique, mais chacun le vit à sa manière. Il y a ces blancs entre chaque image qui permet effectivement, enfin, ces espaces, pour le dire autrement, qui permettent de remonter. Et c'est ce que disait Mallarmé, significatif silence, qui n'est pas moins beau de composer que les vers. Donc, c'est les silences. Ouais. Oui, des silences qui permettent le passage d'une image à l'autre. Mais là, je dirais que peut-être qu'à ce moment-là, tu commences à... enfin, en tout cas, intuitivement, tu accordes une place au spectateur qui va être différente. Parce que obligatoirement, tu vas lâcher quelque chose là, puisqu'il n'y a pas de coïncidence ou d'articulation transitive d'une image à l'autre. Donc, tu ouvres ton triptyque. Hein, c'est pas le retable de l'hôtel qui est une séquence. C'est vraiment quelque chose qui se. Non, parce que là, lie, oui, ce qui est caractéristique, c'est que les trois images se donnent à voir dans un temps qui est celui du regard et non plus le temps des prises de vue. Ouais. Donc là, on change vraiment quelque chose fondamentalement, je trouve. Et ça, c'est une chose. La chose fondamentale, peut-être, c'est, ou bien dans celle-là, on est devant la pièce, elle fait 8 mètres de long, peut-être. Oui, elle est un peu à cette taille-là, peut-être un tout petit peu plus petite, mais on est devant les 5 images en même temps. Tu vois, on ne dit pas ça c'est la première, la deuxième. On est peut-être attiré par le portrait parce que immédiatement un visage va plutôt nous attirer, mais on a quelque chose qui se passe dans l'appréhension d'un type de montage qui est, à mon avis, le montage photographique et le montage juxtaposé par rapport au montage de film, qui est le montage de la disparition de la succession. Donc en cinéma, on crée de la métaphore, en photographie, non, ce n'est quasiment pas possible. Non, mais ça me semble vraiment essentiel parce que d'abord, ce sont des propositions qu'on va commencer à voir à partir de la fin des années 80 et ensuite chez toi et chez d'autres, qui va obliger, alors dans la position du spectateur, qui va nous obliger, nous spectateurs, à déplacer notre culture du livre, parce que c'est des choses qu'on pouvait vivre dans le livre, vers la simèse. Et effectivement, les simèses des lieux qui vont être ouverts à la photographie contemporaine vont permettre de faire ça. On ne sera plus dans la ribambelle de photos. Voilà. On va être dans des propositions murales. Ce sont des propositions murales. C'est surtout une proposition d'œuvre et non plus de série non plus. Oui, c'est l'œuvre est là. On en fait l'expérience comme ça, dans son caractère polyptyque, je ne sais pas comment le dire, mais... Non, mais pour revenir, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que le montage photographique, alors on a monté de la photographie depuis ses origines, mais ça, c'est un type de montage qui fait école, jusqu'à aujourd'hui, où on a des artistes qui, aujourd'hui, pensent les œuvres, sur ces modalités, selon ces modalités-là, avec des excroissances quasiment baroques parfois. Mais on a commencé à regarder la et les photographies en l'occurrence d'une manière un peu différente. Là. Oui, toi en tant qu'historien, à ce moment-là, je serais ravi de voir comment tu pourrais situer ce type de montage et qui l'a fait avant ou le faisait avant ou ne l'a pas fait avant, etc. ou l'a fait après. Je pense qu'il y aurait un sujet de thèse là. Un vrai travail à faire sur le montage photographique, le montage juxtaposé, le montage. Et qui aujourd'hui est admis, je dirais, comme un type d'œuvre et type d'exercice. Oui, mais à l'époque, les gens ne savaient pas quoi regarder. Certaines personnes me disaient moi j'aime bien la troisième photo, ou j'aime bien celle-ci. Ils ne savaient pas regarder. Et j'ai bien vu le déplacement du regard. Il a fallu presque quand je les ai montrés 10 ans plus tard, ça y est, tout le monde était habitué à regarder une œuvre composée de plusieurs images, alors que ça n'était pas du tout le cas au moment où je les ai montrés. Donc il a fallu justement que le regard s'habitue, se forme petit à petit. Et donc on t'imagine au travail, quand tu produis des œuvres comme ça, ou alors tu es sur ton bureau et tu as des reproductions, et parce que tu vas composer, je dis
pour avoir une métaphore, tu vas composer ton poème ou ta composition Oui. À partir d'un ensemble. Oui. Comment ça se passe? Bah, c'est pas un editing au sens classique du terme. Bah non, c'est pas ça, à un moment donné, quand je fais ces suites ici même, bon, au bout de la deuxième, elles sont composées de 5 images. 5, c'est tu te donnes des protocoles. ils arrivent, non, ils arrivent en cours de route. C'est-à-dire, je me dis, au-delà de 5 images, on les voit plus toutes en même temps. Surtout avec ces tailles-là. Le paysage, là, il fait 120 par 150, donc on n'a peut-être plus le recul. Donc on les appréhende plus comme une œuvre. Donc déjà, donc je limitais à 5. Après, je commence. Je fais des photos, puis à un moment donné, tiens, je relève une, puis il y a un accord de, je sais pas, de couleurs, d'espace, etc., qui commence à se créer. Et peut-être je vais faire une image spécialement après pour entrer dans la pièce qui est en train de se faire. D'accord? Donc il y a comme ça un aller-retour, jusqu'au moment où elle s'arrête. Après, il faut trouver l'équilibre des tailles, la présence d'un portrait, d'un espace, d'un intérieur, la quantité de vert de chacune des photos, de blanc, etc. Il faut peser, faut tout peser, quoi. Il faut tout peser pour que ça se tienne. Bon, ça c'est la cuisine. Par contre là, je dirais le sens d'une image comme ça, pour moi, c'est un peu décrire le point de basculement qu'on vit quand on fait une image. On est en train de faire basculer le présent dans soit la poubelle, soit le futur. D'accord? Soit l'image, elle sera rien, soit peut-être elle deviendra œuvre. Mais comme disait Mallarmé, travailler avec mystère en vue de jamais ou de plus tard, ou de plus tard ou de jamais. Donc on ne sait pas exactement ce que va devenir l'œuvre, mais on a parfaitement conscience qu'en faisant ce clic-là, on envoie la photographie dans un futur hypothétique. Et donc ce moment-là, qui est aussi un moment de nostalgie, puisqu'on sait qu'on est en train d'abandonner le réel qu'on est en train de vivre en faisant ce clic photographique, c'était aussi une des raisons qui me faisait faire, notamment par exemple cette suite-là. Oui, ce qui est marrant, c'est que tes explications rejoignent, je dirais, une poésie très audible de ce qu'est la photographie dans ses fondements, hein, de ce moment qui est fixé, etc. Oui. Et qui finalement boucle totalement avec une proposition qui, elle, va être très singulière, parce que, encore une fois, on va l'appeler le montage de photographie, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de l'écriture musicale, il n'y a pas de style, on est au-delà de tout ça. Et ça t'oblige même à ne pas regarder simplement à l'intérieur des images, mais les interconnexions permanentes. Sans que ce soit, oui, comme au cinéma, c'est-à-dire sans que ce soit quelque chose qui doit opérer avec des phénomènes de raccords. C'est des non-raccords, c'est des raccords non-raccords, je ne sais pas comment dire. Voilà, et ça m'obligeait même à apprendre à faire des images qui soient moins bonnes que des vraies images. Ouais, exact. Des images, des temps forts, des temps faibles. Des images auxquelles à chacune il va manquer quelque chose pour exister en tant que photographie. Chacune de ces images-là, je ne les montrerai jamais en tant qu'image unique. Ça, c'est vachement intéressant. Tu vois, donc il a fallu apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va recycler toutes nos mauvaises photos. J'ai pas l'impression que c'est comme ça. Qui se tiennent à leur place. C'est qu'il faut savoir faire celles qui vont pouvoir accepter d'autres à côté. Ouais. Donc ça, c'était un apprentissage aussi, qui a été quand même assez parce que les images de la mission photographique, elles se tiennent toutes seules chacune. Oui, même si parfois il y en a deux, mais c'est plutôt une sorte de panoramique que vraiment un assemblage d'images. Donc là... Et tu as des... est-ce qu'il y a... non, pardon, je change complètement là. Oui. Est-ce qu'il y a, non, j'ai une question, puisqu'on voit des personnages, oui, on te voit toi, etc. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui commence à être un peu, entre guillemets, un récit de soi dans ce genre de choses, ou tu le tiens à distance? Je crois que je travaille avec le proche pour avoir les circonstances de lumière, etc., qui me permettent de le modèle, quoi. C'est le modèle de... Oui. Donc, si tu viens manger plusieurs fois à la maison, peut-être tu rentreras tu deviendras un des personnages. Je ne sais pas. Oui, d'accord, c'est pratique, côté pratique. C'est parce que il y a justement une sorte de possibilité de rencontre qui est donnée par la multiplicité des situations vécues, qui font que tel jour il y aura telle lumière, telle couleur, etc., telle possibilité d'image. C'est de plus en plus flagrant jusqu'à aujourd'hui. Oui.
Donc là, on change là un petit peu, on change à la fois d'image, de technique, on passe en 2001, donc là apparaissent les appareils... Ça se frotte, là, les images, elles se... Voilà, elles apparaissent, quittent la chambre, parce qu'avant c'était tout fait avec des pans-films, on passe à un appareil numérique, et donc cette possibilité qui m'a frappé en 2001 avec les petits Coolpix qu'on a, on peut tout photographier, il n'y a plus de pieds, c'est vraiment l'ancêtre des photographies avec les portables aujourd'hui, où on peut le sortir n'importe quand, faire une image. Et là, je photographie un peu tout, je n'étais pas du tout habitué, je viens de 15 ans de photographie exclusive à la chambre, sans faire une seule photo. C'est incroyable, tu étais au cœur d'une certaine rigueur presque orthodoxe de ce qu'est la photographie. Et alors, adaptation, renoncement, tu es un chambriste défroqué, tu as l'impression d'anéantir quelque chose, de le repartir ou... Non, je crois qu'il y a comment dire, un goût pour peut-être, je déteste, je ne suis pas du tout la photographie expérimentale, c'est pas mon affaire, mais une certaine expérimentation dans la photographie. Je crois que il y a un nouvel outil qui s'appelle un appareil numérique, il est un peu sommaire, là peut-être à l'époque il a 3 millions de pixels, mais il m'est arrivé de faire des premières images avec des appareils qui avaient 300 000 pixels, donc tu vois, vraiment, et de faire une image qui fait 1,27 m par 1,20 m, donc d'arriver à faire quelque chose, même plastiquement, avec les contraintes. Et là, cet outil-là, donc, il me permet de poser, de reconstruire comme ça des images qui se donnent un petit peu comme des instants. C'est un instant, on pourrait croire que c'est un instant, même si les photos sont faites pendant, je sais pas, moi, 15 jours, 3 semaines, un mois, et se retrouvent comme ça à constituer un instant qui est en train à la fois de se construire et de se détruire. Donc je pense que là, tu vois, c'est une façon de réinterpréter et de remettre dans une œuvre la question du devenir et de cette immense fragilité de ce qu'on est en train de vivre là maintenant, qui se pose avant que la soirée ne se passe. Tu étais dans ton conseil d'administration, moi je faisais autre chose, et après il va se passer autre chose. Mais donc ce moment-là, il se pose, mais déjà saisi dans toutes les forces de construction et de destruction. Moi, ce que je trouve frappant, c'est que tu réinvestis des questions photographiques qui finalement n'étaient pas un enjeu dans les années 80. Où tu avais effectivement plutôt un rapport au temps, à l'espace, qui avait ses contraintes techniques et sensibles et intellectuelles. Mais là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu nous dis finalement, dans ce qui pourrait apparaître peut-être le plus expérimental, ou en tout cas le moins évident... Plus expérimental. Ouais, tu réinvestis voilà, le temps qui passe, j'allais dire d'une certaine manière, parce que l'iconographie s'y prête, une forme d'intimité. C'est assez amusant de voir comment la question photographique se repose autrement. Mais à la faveur de tout ce que tu as fait avant, enfin, ou parcouru avant en tout cas. Ouais. Voilà, donc il y a... Parce que la petite machine photographique, elle te ramène vers une pratique aussi qui est plus... Oui, le changement d'outil amène complètement une autre pratique, un autre type d'image, même des images que j'aurais jamais faites. Une petite plante comme ça, je l'aurais pas faite non plus. Il y a plein d'images que j'aurais pas faites du tout comme de cette façon-là. Donc ça me permet d'avoir un matériau image, mais en même temps après, une fois que j'ai le matériau image, quelle est l'œuvre qui va se faire? Donc voilà le questionnement. Donc petit à petit, je travaille, j'aboutis à ces pièces qui sont des découpes. Donc la photographie est collée sur une plaque qui est découpée. Ça va, on a encore un peu le... Non, on a encore 20 minutes. Bon, ça 20 va. minutes, mais On avance. Alors. Malgré la proposition de Jean-Louis, j'ai pas voulu voir avant, donc je découvre aussi. Ouais, c'est bien. Et donc là, c'est une autre pièce. Puisqu'on parlait de paysage, je suis invité par Roberta Valtort pour un projet lié au musée de photographie contemporaine de Cinise Balsamo et de Milan. Et là, je vais dans un petit village qui s'appelle Morimondo, dans lequel il y a une abbaye. Morimondo, c'est le nom d'abbaye mort au monde, hein, qui a été créé par Saint Bernard lorsqu'il revenait de Rome. Il a créé les deux abbayes, Chiaravale et Morimondo, en, je crois, 1135 ou quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus exactement la date. Et donc, je vais résider dans ce village-là et je fais cette suite, là, petit à petit. Tous les jours, je travaille. Je sélectionne quelques images, je les mets dans des boîtes et j'arrive au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines à voilà, une séquence. Ça devient la pièce Morimondo, mort au monde. C'est l'homme contemporain qui repense à
l'isolement, à la solitude, etc., à travers, qui s'appuie comme ça sur le passé. Et on change complètement de paradigme aussi. Au lieu de décrire un petit peu un lieu, on inscrit un moment, une pratique. On cherche à l'inscrire dans un lieu. On s'appuie sur la pensée cistercienne. J'ai lu les lettres de Bernard de Clairvaux, etc. À ce moment-là, on s'inscrit aussi, on se lie à un site. Et alors qu'on ne voit pas, on voit ni l'abbaye, on voit rien. Si on veut voir un petit peu mieux les images, bon, je les ai un petit peu agrandies là avec la citation de Marina Tsvetaeva. Ce n'est pas ce qui crie le plus fort qui est le plus contemporain, mais aussi ce qui se tait le plus. Il est évident qu'il y a toute l'actualité, mais le silence, il y a plein de silences qui sont aussi extrêmement forts. Il y a un cheminement vers l'intériorité aussi. Tu es en train de faire une expérience de la photographie qui, on parlait des instants intérieurs, mais là on n'est pas dans les intérieurs, on est dans le potentiel photographique et artistique de l'intériorité, clairement. Ce personnage, il est intérieur. Oui. Et la photographie, tu la mets aussi au défi d'évoquer cela. Voilà, j'ai pas mis une des pièces qui s'appelle Écoute, où justement j'ai essayé de rendre compte du processus de l'écoute, c'est-à-dire on écoute de la musique, comment on rend compte de ce processus de ça par la photographie, alors que tout se passe à l'intérieur du cerveau. Donc j'ai une petite pièce, un petit diptyque, qui est tout à fait en accord avec ce que tu dis. Bon, ben là on le voit, le personnage avec l'eau. L'eau, c'est l'image centrale. Une abbaye est toujours construite dans une clairvaux, Chiaravalli, etc., au bord d'une rivière, parce que la rivière, en fait, je crois, elle passe sous le réfectoire et elle permet donc c'est l'eau courante dans la cuisine. Bon. Donc l'image, encore une fois, là, je l'ai découpée comme elle est reproduite dans le livre là, parce qu'autrement, c'est le problème aussi de toutes ces œuvres. Elles sont pas du tout efficaces au niveau de la communication, parce que si on veut les reproduire dans leur intégralité, ce sont des timbres-poste. Donc il vaut mieux un grand Kursky ou un grand Jeff Wall ou un grand Thomas Struth, etc., qu'une suite en plusieurs images. Oui, mais enfin, pour Bernard de Cîteaux, la miniature, c'est très bien. Donc là, la dernière image, c'est le lutrin, là, mais le lutrin n'a pas de livre. Il n'y a pas de livre sacré. Il est incroyable parce qu'on a l'impression qu'il est couvert d'or. Hein. Ben voilà, mais c'est la lumière qui est l'élément sacré et non pas le texte. Ouais. Donc ça, c'est aussi un élément que j'ai voulu faire, paraître dans la pièce. En tout cas, tu vas aussi, on parlait de la question de l'intériorité, mais aussi tu vas clairement vers, peut-être le sujet l'appelait, vers des questions plus allégoriques. Enfin, je veux dire, tu ne t'embarrasses pas de précautions quand tu veux montrer l'œuvre de la lumière dans un lieu religieux. Enfin, la question de la transcendance, aller dans une image comme ça. T'as pas peur de ça, tu y vas. Walker Evans disait déjà, qu'est-ce qui fait qu'une image existe? C'est celle qui possède une certaine transcendance. Il dit ça dans l'entretien publié avec Katz, que Anne Bertrand a publié à l'occasion de l'exposition du Centre Pompidou. Donc finalement, il arrive à cette simple réponse. Il aurait plein d'autres choses à dire, mais finalement, il pense que c'est peut-être ça le plus important. Est-ce que tu crois que, même si ça peut paraître anecdotique, que c'est parce que que cette question de la transcendance dans son travail photographique, elle s'est posée parce que tu étais aussi dans un lieu et dans un moment où tu côtoyais des espaces consacrés? Je crois que c'est quelque chose qui t'a amené vers une réflexion plus... Oui, je pense que c'est une des composantes. Ce qui fait que j'ai déjà choisi d'ailleurs ce lieu-là, parce que j'avais plusieurs lieux possibles dans la région de Milan. Bon, il se trouve, j'ai choisi celui qui avait cette abbaye-là, ce petit village. J'ai d'y rester pendant 2 ou 3 semaines. Bon, je voyais des gens, hein, j'allais manger, j'allais acheter, je discutais avec différentes personnes, mais bon, finalement, c'est la figure du retrait qui est restée l'axe qui m'a donné envie de créer cette pièce-là.
là, je faisais un petit saut aussi pour montrer, on passait l'intérêt de la lumière sur cette dernière photo sur le lutrin. Donc on le retrouve ici à travers une série qui s'appelle Le bout de la table. C'est une série faite, on voit ici entre 98 et 2011, donc qui a duré 13 ans, à partir du moment où j'ai acheté les premiers appareils numériques, puis les différents. Elle a continué. Et donc on voit là, pour moi, c'est la mise en rapport entre les objets du quotidien qu'on bouge, chacun de la famille, les enfants, Madeleine, moi, on bouge chacun les objets, mais ils sont mis en relation avec quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est l'infini un certain infini du soleil. Enfin, pour nous, notre dimension humaine, c'est quand même un des éléments importants. Donc c'est un espace quotidien, mais qui n'est pas enfermé sur lui-même parce qu'il est ouvert comme tous les espaces sur la Terre. Finalement, il est en relation avec quelque chose qui est la lumière du soleil. Donc, je reviens sur la chronologie. Comment ça se passe? Est-ce que pour toi, dire 98-2011, ça veut dire il y a une image la plus ancienne est de 98, l'autre est de 2011, ou ça veut dire que tu as travaillé, cette question t'as travaillé sur toute cette époque et que finalement, voilà, une œuvre faite, tu fasses face aux choses. C'est quelque chose qui est au travail pendant toute cette période? Oui, c'est une accumulation d'images. Il y a des milliers d'images et peut-être il en reste... Dans le livre, il y en a une douzaine, et peut-être une cinquantaine. Si on voulait faire une édition avec que ces images-là, on arriverait peut-être à un choix d'une cinquantaine. Celles-là sont celles qui spécifiquement établissent de façon très, très puissante la relation avec la lumière, qui est quelque chose que j'ai privilégié de plus en plus. Mais c'est aussi la première fois que tu viens interroger un genre. Au-delà du paysage. Oui, mais en essayant de lutter contre cette question-là de la nature morte. Tu viens la traquer, cette question. Oui, sauf que c'est l'anti-nature morte, puisque c'est la variation. C'en est une, mais je dis que ça pose la question. Oui, qui se reproduit au fil, regarde, sur 13 ans, ou se reproduit ces situations-là, et on retrouve le même objet qui aura bougé, le bougeoir, ou la lampe, qui après disparaît, la toile cirée, qui est un peu la même, etc. Le format est particulier. 40-60, non, c'est du 24-36. C'est du 24-36. Oui, c'est fait. Il y a plusieurs formats dans la série, parce qu'il y a plusieurs appareils aussi. Donc là, pour moi, l'idée, c'était un peu l'anti-nature morte, c'est-à-dire on rajoute du temps. Tu vois, et non pas la métaphore du temps qui passe dans une image. De la vanité. La vanité. C'est pas des vanités. Oui, avec la fumée qui s'échappe, ou le citron qui pas des est pelé, etc. Mais en même temps, c'est une table servie, si je puis dire, mais c'est frugal. Hein. C'est frugal. Il y a toujours des petits éléments de végétation qui ont été cueillis, ramassés par terre. Non, mais c'est comme l'eau claire. C'est très pur. Il y a beaucoup de vide entre les objets. Il y a une donnée. Oui, parfois ils sont un peu pleins, un peu confus. Ça dépend. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un gigot et 3 citrouilles. Hein. On sent que c'est. Non, mais c'est oui, très. C'est vrai. C'est un peu monastique. C'est peut-être une marque de fabrique de la maison. Et on termine sur ce même mode-là. Enfin, on termine, oui, pour cette série. Une suite 2017. C'est une qui est récente, qui a été montrée il n'y a pas très longtemps dans une exposition. Donc, un autre mode de juxtaposition, une autre distance, Il y a des hommages aussi. Hein. J'ai l'impression que cette série de voitures vues de haut dans la pénombre, ça me rappelle quelque chose. Obligatoirement, oui. Et puis là, on voit, c'est la manipulation de l'appareil. Oui. D'accord. Il y a quand même des paysages. Hein. Dans toutes les images que je vous ai montrées, presque, il y a quand même, malgré tout, c'est ce qui a été le fil un petit peu qui a conduit à cette sélection, c'est qu'on retrouve quand même assez souvent le paysage, mais comme un des éléments d'une vie qui se pose, qui glisse dans le temps. Parce que là, on rompt par rapport à cette sorte d'unité. Hein. Dans les suites ici même, on avait une sorte d'unité de lieu, quasiment unité de temps, de couleur. Là, on saute, on passe d'un paysage suédois à un autre ici à Paris ou à l'intérieur. Les sauts sont plus prononcés. Mais tu es là dans les formations identiques, les séparations sont identiques. Là, on est Tout pour est toi vertical. tu as atteint une forme de classicisme dans ton montage photographique.
dans ton... C'est la maturité, c'est ça, c'est non, l'âge. mais la ligne, elle est claire, elle est posée. Bien que les images, on le voit dans leur contenu, elles sont très dissemblables dans leur couleur, dans leur sujet, dans leur composition. Et tu arrives, parce que quand tu as commencé avec les diptyques, et puis après, on voyait bien que tu cherchais l'homogénéité, comme s'il fallait que ça reste consonant. Là, on est dans de la musique atonale, il n'y a plus de consonance. Je ne savais pas faire dissonant à l'époque. Ouais. Là, tu fais dissonant. Il a fallu apprendre justement à trouver, au-delà de cette dispersion, disparité d'images, comment malgré tout arriver à les sentir réunis. Là, donc ça c'est la suite 2017, j'ai la suite 2018, et puis là je pense que je vais commencer la suite 2019. Donc c'est un petit sous-ensemble, et là la systématique c'est toujours des verticales. 6 verticales. Hop, on saute encore de nouveau, juste pour montrer comment petit à petit l'importance de la lumière est devenue fondamentale. Événement d'une série qui s'appelait Événements de lumière de 2017. C'est arrivé à photographier la lumière comme si on avait un projecteur qui était soudain, alors que ce n'est que la lumière du soleil qui éclaire à un moment donné. Donc l'événement de la lumière, l'autre. Donc une série ou une autre où aussi la lumière est importante. Moi, je l'ai appelé écran pour l'instant. C'est assez compliqué de trouver peut-être le bon titre, mais tu ne les connais pas, ces images-là. Mais c'est écranique, si je veux dire, au sens où, alors là, on a ce qu'on va appeler, faute de mieux, une marge, et on a l'image qui apparaît derrière un écran. C'est un écran, tu le conçois comme un écran. C'est une feuille de papier qui est posée dans la nature, dont on voit la nature réelle comme cadre. D'accord. Et la feuille de papier renvoie l'ombre qui se projetterait sur la nature, mais qui fait dessin sur la feuille qui est posée. Et donc c'est une impression directe sur le papier ? Non, c'est l'ombre qui est recueillie par la feuille de papier qui est là, que je photographie après. Ah, que tu photographies. Ah, d'accord, pardon, ça y est, j'ai compris. Donc tu vois, il y a un processus un peu de face à face entre une image que l'on regarde et une image qui nous regarde. Dans la même image, on a le champ et le contre-champ. Comment personne n'avait pensé à quelque chose d'aussi simple ? Ouais, non, parce que bon, il y en a beaucoup qui ont mis des miroirs, etc. Mais là, juste le calque avec l'ombre, ça suffit. L'image est là. En plus, l'image... Alors, tu parlais de photographier la lumière, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la condition de possibilité de l'image, mais là, on est dans l'image primitive. On est dans une sorte de méditation sur l'apparition de l'image. Et en plus, il n'y a pas de chambre noire. Non, si ce n'est que tu prends la photo, mais... Donc ça c'est devenu une série. Donc là, il y en a un certain nombre et je pourrais en choisir 5 ou 10, si tu veux, pour montrer. Voilà, donc là, on a fini le parcours et je voulais juste... on va revenir un peu en arrière, presque. Mais en même temps, non, c'est bien de montrer... C'est que je garde quand même malgré tout le goût pour la description, l'analyse du paysage en chantier qui se déplace. Et à Châtenay-Malabry, où j'habite, où nous habitons, je continue, je sors assez régulièrement. Et donc, c'est un travail en cours. Il a commencé en 2005. Et là, ce sont des images de 2018. De temps en temps, je vais réexplorer ce paysage. Donc, j'ai marché sur tous les chemins, toutes les impasses, tout ce qui est public. Je suis allé, je crois, à peu près partout, que ce soit la lisière, l'autoroute, tous les bords, les frontières. C'est un petit peu comme le bout de la table. C'est-à-dire qu'en fait, pendant plusieurs années, tu vas aller au bout de la rue, si je puis dire, et tu vas faire une œuvre avec ça. Tous les bouts de la rue, tous les bouts de la rue possibles. Je fais des images. Donc là, j'en ai quelques-unes juste qui sont de... Toutes celles-là, ce sont juste des images de 2008. Oui, donc on voit que ton univers visuel, il continue de se nourrir et d'interroger cette transformation.
c'est pas un retour en arrière, mais enfin c'est une veine qui continue, même si l'autre veine du travail sur la lumière, sur la méditation est peut-être le travail principal. Mais comme on était ici à la Cité de l'Architecture, non, mais je trouve que c'est très intéressant dans le parcours d'un scientifique, c'est-à-dire que t'es pas apaisé, ces questions sont pas réglées, elles sont encore au travail, même si manifestement là il y a une voie royale, si je puis dire, vers quelque chose de beaucoup plus méditatif, beaucoup plus réfléchi, mais tu y retournes au chantier. Oui, je retourne, oui. Je vais sur le. Il y a encore des choses à voler là. Je sors de temps en temps et bon, il y a des images que j'ai pas faites ou jamais faites. Voilà, ce qui a donné lieu à aussi en 2011, j'avais interrompu un peu ce travail-là et puis j'avais commencé aussi une mise en page. Donc voilà, ça c'est un projet d'édition qui contient déjà 144 photographies en 2011. Puis maintenant, il y a le travail de 2011 à 2018 qui continue. Je ne pense pas l'associer à celui-là, laisser celui-là dans son jus et repenser à un autre. Mais Châtenay-Malabry, ça va faire un ensemble, enfin de fait, mais je veux dire, ça peut vraiment constituer livre, quoi. Celui-là, il est là. Là, je montre juste peut-être 3-4 doubles pages. Donc, si on t'a bien compris, c'est pas nécessairement quelque chose qui va flatter la municipalité. Donc je ne l'ai pas encore montré, monsieur le maire. Bon, en tout cas, ce qui peut être intéressant, en tout cas, c'est vraiment les traces. Je suis sûr qu'il va financer immédiatement le livre, oui. C'est évident. C'est sûr que tu ne vas pas à la facilité de ce côté-là. Ouais. Ah si, quand même. Magnifique. J'ai décidé que je n'ignorais pas le beau. Malgré tout. Il serait temps, et c'est ton côté. Il y a un côté japonais qui est en train de pousser en toi là. Il pousse dans le jardin lui-même déjà. Ouais, il y a des jardiniers qui travaillent tous les jours pour arriver dans l'arboretum à le. Non, mais c'est on voit bien que c'est aussi pour le coup, je parlais d'apaisement, c'est un rapport à la beauté qui est conscient et qui n'est pas dans l'ironie. Là, c'est pas une image kitsch, c'est une très belle. J'ai essayé même je n'ignore pas la neige, tu vois, si la neige, l'automne, etc. Donc je les inclus, même si tu vois les autres images, elles sont quand même relativement peut-être Garnel. Sinon, on avait commencé par la forêt au début, mais aujourd'hui on a une forêt aussi contemporaine, enfin de 2011 ou d'un petit peu avant. Donc on a changé quand même de paradigme photographique ou d'époque, d'air, certains disent d'air. Oui. Donc c'est aussi la frontière, ça existe dans Châtenay, mais c'est vraiment... il y a tous les pylônes, il y a toutes les arrivées d'électricité qui vont alimenter Paris, qui passent par une colline. Bon, et pour ne pas rester sur cette impression-là, je me dis, je vais faire un petit clap de fin, et je vais remettre quelque chose... qui s'appelle Sous la lampe, c'est magnifique, dièse 3, 2018, magnifique. Où on retrouve, tu voulais quelques autoportraits, donc on retrouve deux photos d'identité de quand j'avais 4 ans et à peu près 20-22 ans quand je faisais la photo de forêt. Là, j'avais les cheveux comme ça. Il est magnifique ce triptyque. Un dépoli d'appareil photo, puis un petit tas de poussière. Donc, Sous la lampe, il fait partie d'une série de 8 qui sont... Voilà. Et donc là, je regarde juste le format. Tout petit. Ah oui, c'est d'accord. Oui, là, ils sont vraiment immenses, mais je voulais que les objets restent relativement petits. Ouais. Et alors là, j'ai une curiosité. Tu vas dire que je ne suis pas du tout un fan de technique, mais on n'a quasiment jamais parlé de la relation que tu entretenais avec la production de tes images, si tu travailles avec un tireur, s'il y avait eu des choix techniques chez toi, s'il y avait eu des questionnements. Parce que, voilà, moi, cette image, je la vois projetée, mais je l'imagine, voilà, à quoi elle va le ressembler, quel type de support tu leur donnes. C'est un vrai enjeu. Là, on a parlé parce qu'on était dans l'immatérialité des images. Tout à fait, voilà. Tout à fait. La fabrication de chacune des pièces met en jeu un processus tout à fait extrêmement important qui est justement le choix d'un papier, le choix d'une technique, la taille, c'est collé, c'est contre-collé, est-ce que c'est sur le fond, pas sur le fond, est-ce que les 3 sont sur une feuille blanche qui est encadrée. Pour celle-là, j'ai pensé 3 images contre-collées sur des plaques qui sont légèrement décollées du fond dans un cadre qui a lui-même une certaine profondeur. Donc, de boîtes dans lequel il y a les 3 qui sont chacune singulières, qui ne sont pas associées par le fond avec le blanc qui serait commun.
C'est une œuvre qui est produite ou... Non, pas encore. Non, elle est toute neuve. Hein. Elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Donc, de nous montrer autant de choses inédites. Donc c'est un. Je vais la montrer un jour. Alors, ce qui va être curieux, c'est comme on l'a vu en très très grand. Elle va être toute petite, minuscule. Mais c'est ça le sujet. La vidéoprojection. Au début, quand j'ai commencé les cours, je me disais mais ça va pas. On est en train de massacrer, de transformer toute la réalité des choses que l'on aime, des objets que l'on aime tant. C'est un média, voilà. Bon, c'est juste un média. Merci beaucoup Jean-Louis, en tout cas à la fois d'avoir déplié autant de choses, d'avoir montré aussi des travaux inédits en devenir, c'est une vraie chance.